Bonjour à tous, merci d'être venus nous écouter aujourd'hui. Moi, c'est Gourou de Saint-Martin. Je suis directrice stratégie et développement réseau en mer et interconnexion chez RTE. Et je suis là avec monsieur Dénes Lostis. Je suis, à l'heure actuelle, je suis coprésident de FNE Bretagne. Je suis ancien président de FNE et je suis l'actualité des parcs éoliens en mer sur toute la France de très près. Voilà, et on a le plaisir aujourd'hui de signer ensemble un papier de position commune de France Nature Environnement et de RTE sur la planification de l'éolien en mer et des usages plus généralement. Mais avant, c'est pas la première fois qu'on travaille ensemble. On a une longue histoire commune en fait, qui date de plus de 10 ans. Avec plusieurs moments phares. Alors on va en parler chacun, mais pour moi le premier moment phare c'est quand on a sorti en 2014 un guide de prise en compte des enjeux de biodiversité en amont des projets de réseau. Donc ça nous a appris à RTE comment intégrer les enjeux de biodiversité quand on planifie déjà le développement du réseau. On a souvent aussi, on fait des formations ensemble auprès d'autres acteurs. On fait des séminaires, des webinaires. Par exemple, la semaine début juillet, on va faire un séminaire en commun sur la sobriété énergétique. C'est ce type de thèmes sur lesquels on travaille aussi. Et dernier moment dont je me souviens, je crois que c'était en 2019, on a organisé un concours, un appel à idées pour comment utiliser le poste électrique en mer à autre chose que le transport d'électricité. Et France Nature Environnement était avec nous au jury et nous a aidés à sélectionner les meilleurs projets. Oui, et parmi les documents extrêmement importants auxquels je peux associer RTE, je citerai un document qui s'appelle Hélioscope Offshore. Nous avons sorti plusieurs scopes à France Nature Environnement sur chacun des grands secteurs, des grandes filières de la transition énergétique. Donc il y en a un sur l'éolien terrestre, il y en a un sur le photovoltaïque et il y en a un sur la méthanisation. Donc celui-ci, c'est un document qui est grand public, c'est un document gratuit, qui est diffusé à l'échelle des élus, du grand public pour participer de la manière la plus claire possible au débat sur la planification de l'éolien à terre et en mer, et surtout pour essayer de balayer l'ensemble des compartiments du processus qui permettent à un citoyen, à un élu, de comprendre les enjeux auxquels que l'on peut rencontrer dans le cadre de la mise en œuvre de ces nouveaux outils de production d'électricité. Alors, j'insisterai aussi sur le fait que, pour ce qui nous concerne, nous, on a naturellement développé plusieurs plaidoyers en faveur de la transition énergétique et on a dès le début accompagné RTE dans ce domaine, mais surtout sous l'angle, dans un premier temps, de la biodiversité, à la fois de la connaissance et à la fois aussi de la restauration. Donc je pense qu'on peut aussi souligner que RTE est devenu un acteur extrêmement important dans la prise en compte de la biodiversité, dans le développement d'infrastructures terrestres ou marines. Donc nous sommes de ce côté-là, nous, très satisfaits du travail que l'on a pu mener depuis maintenant une douzaine d'années ensemble, et j'espère que ce n'est pas terminé. Donc aujourd'hui, on va vous présenter rapidement notre position commune sur la planification en mer. S'il y a une présentation commune, c'est parce que tout simplement, nous considérons que la planification en mer, mais là de nombreux acteurs sont en phase, cette planification en mer n'est pas satisfaisante à l'heure actuelle. Et donc on va aborder l'une et l'autre les différents aspects, et puis si nécessaire. Alors, le document position commune de FNE et RTE sera naturellement disponible dès la fin de ce pitch, et donc vous pourrez éventuellement poser quelques questions avant que nous nous séparions tout à l'heure. Donc, si tu veux bien aborder les premiers points. Oui, effectivement. Alors, on va d'abord parler des constats qu'on fait sur la planification. Aujourd'hui, ce qu'on considère avec France Nature Environnement, c'est que la planification de l'espace maritime, avec les outils qu'on a, la stratégie nationale mer et littoral et les documents stratégiques de façade, est inopérante parce que cette planification n'est pas suffisamment précise, elle ne donne pas d'objectif de volume,
et elle n'est pas engageante, elle n'est pas prescriptive. Donc difficile dans ces conditions de faire une vraie planification long terme. Avec oui, je rajoute, l'horizon de planification aujourd'hui dans les DSF actuels, c'est 6 ans. Évidemment, là, on n'a même pas le temps de commencer à penser à un projet de réseau. C'est déjà trop tard. Donc, et ensuite, la programmation énergétique. Donc ça, c'est la PPE. Le constat aujourd'hui, c'est qu'on a une programmation pour une série de projets, mais là aussi qui s'arrête à relativement court terme. Ça ne nous permet pas non plus de planifier correctement le réseau. Et en plus, les 2 exercices ne sont pas articulés. Donc nos recommandations pour l'exercice à venir, c'est une articulation d'abord des 2 exercices, planification spatiale et programmation énergétique. On a tous les outils pour faire avec les différentes lois qui sont passées récemment. Mais il faut encore réussir la mise en œuvre pratique. Ensuite, ce qu'on pense, c'est qu'il faut être très précis dans la planification, d'avoir des zones pour l'éolien suffisamment précises et pour le raccordement suffisamment précises pour pouvoir planifier déjà le réseau. Alors pourquoi est-ce que c'est important? C'est que ça nous permet, nous à RTE, de trouver des solutions optimisées pour l'environnement et pour l'économie, pour la facture d'électricité. C'est quand même important aussi. Je prends 2 exemples qui ne sont pas mis en avant par nous, mais par notre homologue britannique. Eux, ils ont fait un exercice de planification sur tout le territoire britannique et ils ont calculé le gain économique et le gain environnemental associé au fait de mutualiser les infrastructures. Et là, ils ont trouvé qu'on gagnait 10% sur la facture et 30% en économie spatiale grâce à la mutualisation des infrastructures. Donc, en mettant en œuvre une planification spatiale énergétique articulée et précise, c'est ce type de gain qu'on peut espérer avoir. Ce qui est important aussi, donc, en faisant ça, c'est bien intégrer les enjeux réseau. Agnès Pannier-Runacher l'a annoncé hier. L'objectif de 40 gigawatts en 2050, finalement, c'est un plancher. On va aller au-delà. Donc, c'est un vrai changement d'échelle auquel on va participer et contribuer tous. Et pour réussir ce changement d'échelle, il ne suffit pas d'appliquer ce qu'on fait à RTE, la stratégie dite SMS, donc standardiser, massifier et simplifier. Il faut aussi le faire en prenant en compte tous les enjeux environnementaux et de respect de la biodiversité. Donc une double sobriété environnementale et économique. Alors, juste quelques faits pour bien comprendre les difficultés que nous avons à l'heure actuelle, que nous rencontrons en matière de planification. Alors, moi, je suis membre de la commission permanente d'un comité maritime de façade, celui qui s'appelle NAMO, c'est-à-dire Nord-Atlantique, Manche-Ouest. Et nous avons, sur cette façade, comme sur les 3 autres façades métropolitaines, défini un document stratégique de façade avec des cartes dites de vocation. C'est-à-dire que ce sont des macro-zones qui définissent des vocations plus ou moins bien hiérarchisées, plus exactement mal hiérarchisées, et qui ne définissent pas véritablement les zones sur lesquelles on doit implanter, ou l'on pourrait implanter, ces infrastructures de production d'électricité. Donc il est important pour nous, dans le cadre du DSF, et notamment du nouveau DSF, document stratégique de façade, qui est un document majeur, puisqu'il s'impose à des documents terrestres, et ce document stratégique de façade doit être revu d'ici la fin de l'année 2024. Ce que l'État, pour l'instant, attend de cette révision, c'est un très faible travail de remise en cause des DSF précédents. Alors ça, pour nous, ça ne nous satisfait pas, parce qu'il nous faut véritablement, notamment dans le cadre du débat public organisé par la CNDP, la Commission nationale du débat public, il faut que, vis-à-vis de tous les citoyens et tous les acteurs socio-économiques, on soit en capacité de dire véritablement là où on veut aller, et non pas définir des macro-zones extrêmement grandes, ou revenir comme on l'a fait jusqu'à aujourd'hui. Chaque fois qu'il y a un projet, un seul projet, on a un débat. Là, on va mutualiser à la fois le débat sur la planification de l'éolien et la mise en œuvre des nouveaux DSF. Donc on rentre dans une phase beaucoup plus massive, plus lourde, mais qui, à mon avis, devrait offrir beaucoup plus de compréhension au public
des enjeux auxquels on est confronté. Surtout que, comme tu viens de le dire, le président de la République avait évoqué à Belfort un chiffre qui n'appartient qu'à lui, sauf qu'il est en plein dans la moyenne évoquée par RTE dans ses 6 scénarios entre 22 et 62 gigawatts en mer. Et il a pris 40, le président de la République a pris 40, sauf que ce n'est pas le président de la République qui décide du montant auquel on pourrait accéder. Ça va être l'occasion des débats, notamment de la loi de programmation énergétique et la nouvelle PPE d'ici l'année prochaine. Donc on est véritablement là devant une phase extraordinairement importante pour cette planification. Donc on irait peut-être plus loin. On évoque 45 gigawatts, mais c'est bon, le chiffre final, on le saura que l'année prochaine. Mais on a besoin de les connaître pour programmer une foule de choses, et notamment en termes spatiaux, mais aussi en termes d'achat, en termes de... parce que vous vous rendez compte qu'il y a une course à l'éolien dans le monde entier, donc il y a des goulots d'étranglement dans l'approvisionnement d'un certain nombre de matériaux, de pièces, etc., de câbles. Donc il faut faire tout ça très vite, il faut assurer la transition, puisque comme chacun le sait, il faut augmenter la production d'électricité de manière extrêmement puissante d'ici 2035-40, avant qu'il y ait éventuellement, ce que nous ne souhaitons pas à France Nature Environnement, de nouveaux parcs nucléaires. Donc nous avons je terminerai par là, nous avons trois demandes spécifiques. L'une qui est celle de poursuivre un ambitieux programme d'acquisition de connaissances environnementales. Il faut bien comprendre, moi je suis un ancien de l'Ifremer, je peux vous dire que grâce au développement des AMP, des aires marines protégées et maintenant des parcs éoliens, il y a une accumulation et un accroissement de la connaissance dans le milieu marin, en tout cas dans notre milieu marin à nous, qui est extraordinaire. Et vous avez pu croiser depuis ce matin un certain nombre de contributions. Nous avons une accumulation de connaissances qui est extrêmement importante. Mais nous souhaitons, nous, que cette accumulation de connaissances soit encore mieux organisée, notamment via l'Observatoire national de l'éolien en mer, dont on ne connaît pas véritablement la pérennité, et parce que ce statut d'Observatoire national de l'éolien en mer, sur lequel vous pouvez vous tourner pour obtenir un très grand nombre d'informations, on ne connaît pas son statut au-delà de 2025. Donc il est pour nous important de définir son statut, tourné vers le grand public et qui permette cette accumulation de connaissances. Deuxième point, c'est qu'il faut mener une évaluation environnementale complète à l'échelle des DSF, ce qui n'a pas été réalisé précédemment. Et notamment, un point qui est extrêmement important, qui est balayé par un certain nombre, quelquefois, d'organisations écologistes ou environnementalistes, qui est de dire pas d'éolien dans les AMP. Nous considérons qu'il faut aborder de manière beaucoup plus précise ces questions-là. Il est clair que dans un certain nombre d'AMP, notamment dans les ZPF, il est difficile d'envisager, il est même souhaitable qu'il n'y ait pas d'activité anthropique, même si on voit déjà dans un certain nombre de ZPF se maintenir, voire se développer des activités anthropiques. Mais en revanche, il est possible d'avoir une cohabitation dans des conditions qui restent à définir de ces activités de production d'électricité dans des aires marines protégées à statuts divers et variés. Il y a 17 statuts juridiques en France et il y a certaines aires marines protégées, mais pour moi, pourraient être compatibles avec le développement, et on l'a déjà vu sur un certain nombre de cas particuliers en France, avec le développement de l'éolien. Et enfin, un aspect extrêmement important, c'est qu'aujourd'hui, lorsque vous êtes opérateur éolien, c'est le cas aussi de RTE, on vous demande de faire une analyse de tous les effets cumulés de votre nouvelle activité dans le milieu marin. Or, la difficulté de cet exercice, c'est qu'elle tient au fait que les effets cumulés des autres activités dans le milieu marin sont inconnus ou sous-estimés, ou en tout cas sous-documentés. Ce sont des activités de transport maritime, d'activités de plaisance, ça peut être la pêche. La pêche est très en retard dans ses analyses d'impact sur le milieu, sur les écosystèmes marins, que ce soit l'habitat ou un certain nombre d'espèces. Et donc nous souhaitons qu'à chaque fois qu'il y a un parc éolien, nous connaissions véritablement l'état des lieux des effets cumulés, puisque nous sommes dans des zones qui sont dans un mauvais état écologique. Le bon état écologique qui est demandé par la directive 4 stratégie pour le milieu marin, ce bon état écologique n'est pas rencontré dans les eaux françaises. Donc on installe des parcs éoliens dans des eaux qui ne sont pas en bon état. Et je ne dis pas que le parc éolien va améliorer cet état, mais il est important de connaître les raisons pour lesquelles, et notamment dans le lien terre-mer, puisque c'est essentiellement de là que viennent la plupart des problèmes, que l'on connaisse beaucoup mieux
les relations terre-mer sur ce bon état écologique. Nous souhaitons que les éoliennes s'installent dans des mers en bon état écologique. On devait atteindre ce bon état écologique en 2020. On ne l'a pas atteint. On devrait l'atteindre en 2026. On l'atteindra. C'est impossible de l'atteindre en 2026. Donc, en fait, le bon état écologique de la mer où nous installerons des parcs éoliens ne sera pas atteint avant 10 ans, 15 ans ou 20 ans, si tant est qu'on l'atteigne. Je suis un peu trop bavard et je m'en excuse. Voilà, donc pour conclure, avec le changement d'échelle, il n'a jamais été aussi essentiel de bien concilier le développement de réseaux nécessaires pour la transition énergétique et la prise en compte de la biodiversité marine. Donc, comment y arriver? Bien planifié, d'où notre position commune, France Nature Environnement, RTE, que vous pourrez lire à vos loisirs quand on l'aura publié sur le site internet de RTE et de FNE, sans oublier aussi d'utiliser l'horoscope, évidemment, pour les futurs débats publics de façade. Voilà, vous pouvez le prendre. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Thank you.